Je vous remercie donc à mon tour de m'avoir invité dans cette université et aussi dans le cadre de votre groupe de recherche qui me semble particulièrement intéressant par rapport à ces problématiques qui nous intéressent nous aussi. Donc le propos que je vais présenter ici concerne les expérimentations poétiques qui prennent des formes variables dans la disposition du texte, dans la disposition de ses composantes, mots, vers devenus segments, lettres ou autres signes. Au fil de ces expérimentations, le livre se trouve lui-même modifié dans sa réalisation. Il sort de la simple succession des pages reliées, qu'il s'agisse par exemple de pliage en accordéon, qu'il s'agisse de simples feuillets que l'on peut placer dans un ordre différent, de livres qui prennent du volume, je pense aux livres de Michel Butor qui sont à monter, etc. Alors, je ne parlerai pas ici de ces expérimentations du point de vue de la pratique, mais ce qui va m'intéresser, c'est le discours des poètes par rapport à cet investissement du texte sur l'espace de la page, voire du livre, et donc un espace qui devient un lieu d'exploration inscrit dans une modernité. Alors j'emploie ce terme parce que c'est évidemment un terme qui est récurrent tout au long du XXe siècle. Cette modernité vindicative, elle est marquée par le paradigme de la nouveauté, autre terme évidemment récurrent, par la prolifération, alors surtout au début du XXe siècle, par la prolifération des manifestes, ce qu'a souligné Isabelle Trzaskowski, par la multiplication de tous ces courants en ismes multiples. Alors, multiples, certes, simultanisme, futurisme, etc., mais il faut attendre en France Pierre Garnier pour voir apparaître le terme de spatialisme. On parle de ce concept de spatialisation du texte. Donc, spatialisme, Pierre Garnier, dans le contexte de la poésie concrète. Alors pourtant, même si ce terme apparaît donc plus tardivement, certains partis pris de la poésie concrète s'inscrivent bien dans la lignée des avant-gardes et des premières avant-gardes. On peut prendre un exemple, mais on pourrait les multiplier, et ça va bien apparaître d'ailleurs dans ce qui va suivre. Si Marinetti prône la disparition des adjectifs ou des adverbes dans son manifeste technique de la littérature futuriste de 1912, ce que va reprendre aussi Apollinaire dans son manifeste anti-tradition futuriste de 1913, Pierre Garnier précise à son tour qu'il faut, je cite, chasser les termes mous, les adjectifs par exemple, ou bien les employer comme substantifs, c'est-à-dire comme substance, comme matière, dans les lettres en 1962. C'est donc cette distance, certes ténue, entre d'un côté ce que laissent voir les œuvres produites dans la première moitié du XXe siècle et le discours sur les pratiques qui a constitué le point de départ de mon travail et donc de ce propos. Donc l'absence on va y revenir, de cette référence à la spatialisation, au spatialisme. Alors, il ne s'agit évidemment pas de procéder à une sorte d'histoire à rebours qui serait évidemment complètement anachronique, mais simplement de s'interroger sur la faible occurrence de cette mention de l'espace comme surface scripturale notamment, jusque dans les années 50, alors même que Mallarmé pose comme principe pour son coup de dé dans sa préface l'espacement, la nouveauté de l'espacement. Ça montre bien que le terme n'est pas complètement gommé. Il s'agit donc alors plus largement d'observer quels sont les termes utilisés par les poètes pour parler de leur pratique et de leur production. Et on va voir qu'évidemment, il y a bien sûr une conception de l'espace, même si l'espace scriptural n'est pas désigné. Ces termes font apparaître donc, le rôle donné à l'investissement de l'espace, ce qui conduit à envisager la spatialisation, donc les pratiques, comme un symptôme d'une nouvelle conception de la poésie, voire on verra d'un positionnement de ce qui est alors défini comme fait littéraire. Enfin, l'étude de la façon dont les poètes parlent de leurs pratiques permet tout autant que les pratiques elles-mêmes d'observer les mutations en cours, donc pas seulement dans la première moitié du XXe siècle, mais aussi tout au long du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Alors pour ce qui est de la deuxième partie, mon propos sera beaucoup plus parcellaire, je n'aurai pas le temps de traiter de tous les textes théoriques, loin de là, donc là c'est simplement
une sélection pour essayer. Ça revient aussi à rejoindre une autre question que je m'étais posée, qui est de se dire que quand on lit les textes théoriques à partir des années 50, on retrouve bien des choses qui ont déjà été posées au moment des premières avant-gardes, et d'ailleurs on se revendique des premières avant-gardes. Donc ça revient, et ça, je suis encore en chantier là-dessus, à toujours se demander, mais finalement, comment cela évolue, quel changement peut-on observer dans cette évolution. Alors, vous avez donc dans le document, la première page, c'est la présentation de mon cheminement. Je vais commencer par les tentatives de légitimation qui se trouvent donc inscrites dans les théorisations. Donc ça va être le premier point abordé. On peut partir d'un premier exemple. En 1914, dans son article « Devant les programmes d'Apollinaire », paru dans les Soirées de Paris, Gabriel Arbouin utilise le mot « révolution » et il précise « parce qu'il faut que notre intelligence s'habitue à comprendre synthético-idéographiquement au lieu de analytico-discursivement ». Il ajoute aussitôt, vous avez le texte, mais est-ce bien une révolution? Est-ce que cette nature d'intelligence humaine n'a pas existé? Si. Il résulterait que des tentatives comme celle d'Apollinaire dans les Soirées de Paris représentent non précisément une révolution, mais bien une régression, qu'en revenant à l'idéogramme, on tend à créer un langage d'initié, un art d'initié, qu'enfin, semblables tentatives sont, du point de vue social, anti-collectives, ce qui n'est peut-être pas du tout le but des protagonistes du mouvement. La nature polémique de ce passage, parmi bien d'autres attaques, c'est un exemple adressé à Apollinaire, alors aussi lors de la représentation des mamelles de Tirésias, les attaques adressées à Pierre Reverdy, explique peut-être le fait que les propos théoriques sont alors souvent conçus comme des tentatives de légitimation et de défense d'un art nouveau. Ces tentatives sont à situer dans un contexte marqué par la défiance, rendue d'autant plus vive que l'influence du symbolisme est encore bien présente et qu'elle côtoie parallèlement les revendications modernistes de destruction dans certains mouvements avant-gardistes. On peut penser aux futuristes et aux dadaïstes. Et donc les poètes français, j'ai oublié de préciser, moi ce qui m'a intéressé, c'est la position des poètes français, semblent essayer de se positionner par rapport à tout cela. Entre refus et influence des formes passées, Guillaume Apollinaire choisit, lors de sa conférence au Vieux-Colombier de novembre 1917, une sorte de voie moyenne. Il légitime la nouveauté poétique en mettant en perspective les nouvelles recherches formelles avec une conception passée des formes littéraires. Je cite, c'est le deuxième passage que vous avez, le deuxième exemple, c'est que jusqu'à maintenant, le domaine littéraire était circonscrit dans d'étroites limites. On écrivait en prose ou on écrivait en vers. En ce qui concerne la prose, des règles grammaticales ont fixé la forme. Pour ce qui est de la poésie, la versification rimée en était la loi unique, qui subissait des assauts périodiques mais que rien n'entamait. Le vers libre donna un libre essor au lyrisme, mais il n'était qu'une étape des explorations qu'on pouvait faire dans le domaine de la forme. Les recherches dans la forme ont repris désormais une grande importance, elle est légitime. Une première remarque concernant ce texte, il montre à quel point ce que l'on appelle à l'heure actuelle littérature ne correspond pas à ce qui était alors considéré comme littérature, qui était essentiellement liée à la grammaire et à la rhétorique. Et là, on est vraiment à un contexte où la littérature prend le sens qu'on lui donne à l'heure actuelle, un sens plus moderne. Cette citation se termine par « elle est légitime ». La légitimité que met ici en avant le poète s'articule à des considérations d'ordre historique concernant la délimitation donc du champ littéraire et plus particulièrement celui de la poésie tel qu'il a pu être codifié au fil des siècles. Alors certes, ce propos, cet aperçu historique est approximatif et non dénué de parti pris, mais il fait du lyrisme une voie possible de l'exploration des formes, inscrite donc dans la lignée de l'écriture en vers, même si dans ce propos, c'est pour ramener le vers libre à une sorte de fonction de transition entre les formes anciennes et les formes nouvelles. Ce propos est à situer en écho aux condamnations du vers libre par certains poètes comme Henri-Martin Barzin, qui privilégie quant à lui la notion de rythme. C'est la citation suivante.
Henri Martin Barzin, ce qui nous passionne, moi et quelques poètes, c'est de transformer tous les éléments de la poésie lyrique. Nous posons d'abord et de façon absolue que la poésie linéaire par le vers, régulier ou libre, a vécu. La position d'Apollinaire est moins radicale par rapport à ce propos. De la même manière, c'est ce qui apparaît, donc c'est présent dans la conférence au Vieux-Colombier, de la même manière en février 1916, dans une lettre adressée à André Breton, il situe ses propres expérimentations par rapport à l'écriture en vers. Donc c'est la citation suivante. Pour en venir à mes pièces qui vont des fenêtres à mes poèmes actuels en passant par l'Indie rue Christine et les poèmes idéographiques, j'y trouve pour ma part, et je suis orfèvre, la suite naturelle de mes premiers vers, ou du moins de ceux qui sont dans Alcool. La forme rompue des poèmes dont vous parlez rend à mon sens ce que je puis rendre de la vie infiniment variée, je la sens ainsi. Il poursuit un peu plus loin par un commentaire concernant sa lecture de Mallarmé, sur lequel il déclare, je cite, « n'avoir jamais beaucoup médité ». Alors, il ajoute, malgré tout, je cite encore, « Néanmoins, il est hors de doute que Mallarmé a dû agir sur moi, quoiqu'avant tout, je l'ai trouvé parnassien, trop parnassien. » Cette suite de concessions, qui peut laisser entendre une influence problématique de Mallarmé, dont il connaît effectivement l'œuvre et aussi les inventions formelles, c'est notamment ce dont témoigne une discussion qu'il a eue avec Pierre Reverdy sur le Pont-Neuf, qui a été rapportée par Maurice Saillet, une discussion au sujet d'Alcool, où il a été question de la disparition de la ponctuation, de la disposition typographique, donc évidemment le coup de dé était là dans la conversation, et Maurice Saillet rapporte que Apollinaire aurait fait, je cite Maurice Saillet, cette objection inouïe, le coup de dé n'est pas des plus agréables à voir. Ce que l'on peut donc voir ici, c'est que dans les propos d'Apollinaire, il y a finalement systématiquement une tentative de légitimation de sa propre entreprise littéraire, y compris dans ce qu'il dit de Mallarmé, hein, tour à tour, je l'ai lu, mais je ne l'ai pas lu suffisamment, mais je trouve que ce n'est pas si agréable à voir. Et finalement, c'est pour signifier systématiquement la nouveauté de sa propre entreprise littéraire, une nouveauté située dans un contexte en mutation. La fin de l'intériorité analysée par Laurent Génie, je cite, fait que l'expression désert toute relation à une antériorité psychologique ou spirituelle. Elle s'accompagne de la recherche de formes nouvelles, marquées à la fois par les références objectives et l'abstraction conceptuelle dans la perception, comme le montrent les titres des poèmes désignant des objets concrets du quotidien, des formes géométriques, etc. En 1923, dans la Gazette des Arts, Pierre Reverdy estime que le mot lyrisme, dont il a déjà été question, doit changer d'acception, je cite, « prêt à mourir usé, effacé, fruste, comme une de ces très vieilles médailles qui semblent avoir fondu lentement dans nos doigts. » Il ajoute, et vous devez avoir la citation, « Je ne crois pas qu'on puisse encore chanter des poèmes, je ne crois pas au lyrisme, par quoi on a pu autrefois chercher à émouvoir, au bercement du vent sortant d'un tuyau creux, au ronflement sonore, aux effets de la voix. Je ne crois plus possible l'exaltation échevelée, la déclamation pénible jaillie d'une poitrine oppressée. J'entends par lyrisme ce qui en art est propre à provoquer l'émotion. Deux mots bien accouplés le font jaillir, une image inouïe. Il réside dans une belle phrase que le mystère de sa signification et la qualité des mots qui la composent suspendent au-dessus du cours normal de nos idées. Il apparaît chaque fois que l'auteur se fait une révélation au-dessus de lui-même. » Ce passage construit en deux moments définit le fonctionnement du nouveau lyrisme, là encore non sans une certaine polémique dans le propos. Nouveau lyrisme qui passe par le fait que la nouveauté formelle y est à l'origine de l'émotion poétique produite et non pas l'émotion du sujet à l'origine d'une forme qui en serait l'exaltation, donc il renverse le mouvement. L'expression lyrique est d'autre part remplacée par une intention, donc on passe d'expression à intention ou visée lyrique à laquelle participe le choix de la forme. La forme n'est donc plus envisagée dans les cadres ou dans les codes rhétoriques, mais comme composition de mots, composition de phrases, dans une configuration aussi visuelle.
Dans la lettre à sa marraine du 30 octobre 1915, Guillaume Apollinaire précise, à propos de ses idéogrammes lyriques, je cite, « C'est la partie la plus neuve de mon œuvre d'avant la guerre, si neuve que depuis la guerre, on idéogrammatise la topographie et les communiqués vous apportent constamment le nom d'ouvrage ennemi ou nôtre, baptisés d'après leur forme, le trapèze, le trident, le poignard. » Dans sa lettre à Roland Chavanon, auteur d'une plaquette cubiste de 1918, Apollinaire retient du cubisme sa valeur d'affirmation formelle contre l'impressionnisme, je cite, qui se contente d'atmosphère. On trouve toujours ce refus, ce positionnement par rapport à un contexte. Il précise toutefois que le cubisme est né, je cite, d'une réaction en faveur de la tradition. De quelle tradition s'agit-il alors? Et je vais déplacer un petit peu l'interrogation parce que ça aura une importance pour la suite. De quelle tradition, pas seulement pour le cubisme en tant que mouvement plastique, mais de quelle tradition les poètes eux-mêmes se revendiquent-ils, et donc Apollinaire? S'agit-il de l'écriture des blasons, dont la floraison à la Renaissance est concomitante avec celle des calligrammes, la critique d'Arbouin, qui dit que c'est une régression, finalement, ça existe déjà. S'agit-il du Parnasse par rapport auquel le qualificatif d'orfèvre que se donne Apollinaire, dans ce qu'on en a lu tout à l'heure, pourrait donc correspondre, résonner, toutefois avec la distance que suppose le constat d'un alarmé trop parnassien. Parnasse, je crois que non, on peut se dire que c'est insuffisant par rapport à cette tradition. S'agit-il alors de ces écrivains classiques, Racine et La Fontaine? Apollinaire dit qu'ils ont été effectivement ses poètes préférés pendant son enfance, dans sa lettre à André Breton de février 1916, et lors d'une conversation avec Reverdy, La Fontaine est évoquée concernant la disposition centrée des vers au milieu de la page. En conclusion de ce premier panorama, tous ces échanges témoignent donc d'une forte tentative de légitimation d'une entreprise que les poètes souhaitent résolument moderne, dans un contexte où les critiques et attaques ont été particulièrement vives. Argumenter sur la nouveauté des formes revient à refuser ou à prendre ses distances avec un héritage poétique, mais surtout avec un héritage poétique proche, voire encore présent, le lyrisme personnel, le symbolisme, l'idéalisme malarméen. En revanche, l'affirmation d'un héritage plus ancien semble accompagner aussi la défense d'un art nouveau et singulier. Cette singularité sera surtout liée à l'affirmation, comme on va le voir, de son caractère national. La référence classique chez les poètes français, alors là je ne connais pas suffisamment les autres contextes géographiques, ça ce serait à voir, si effectivement c'est une particularité française ou si on retrouve la même chose en Espagne, en Italie, etc. En tout cas, en France, c'est associé à une revendication nationale. L'affirmation de la liberté du poète semble alors particulièrement touchée dans ses variations par le contexte géopolitique de la Première Guerre mondiale. Donc je vais passer au deuxième point, de la liberté poétique à l'affirmation de la suprématie nationale. L'affirmation de la liberté du poète filtre cette position qui consiste à refuser toute extériorité contraignante, les formes codifiées, tout autant que l'intériorité envahissante du sujet. À la suite de Marinetti, Apollinaire publie un manifeste intitulé Antitradition futuriste, donc c'est en juin 1913. Et si Michel de Caudin a bien pu souligner qu'il ne faut pas lui accorder une valeur d'adhésion, on sait qu'Apollinaire va évoluer évidemment dans sa conception, ce manifeste n'en reste pas moins le signe d'une nécessaire affirmation de la liberté, qui est encore un acte de légitimation des nouvelles pratiques dans le champ littéraire à ce moment-là. Dans la lettre à sa marraine d'octobre 1915, il écrit, vous avez encore la citation, « Pour ce qui est de la poésie libre dans Alcool, il ne peut y avoir aujourd'hui de lyrisme authentique sans la liberté complète du poète, et même s'il écrit en vers réguliers, c'est sa liberté qui le convie à ce jeu. Hors de cette liberté, il ne saurait plus y avoir de poésie. »
Bon, ces premières positions d'Apollinaire montrent encore l'émergence d'un rapport complexe quant à la tradition et à ce qui est codifié, notamment la question du vers, qui n'est pas complètement délaissée. Une façon de résoudre cette question de la nouveauté et sa force de proposition réside alors dans l'affirmation de la liberté de choix, qui permet aussi, à partir de là, d'écrire à partir du vers. Un principe semble toutefois récurrent par-delà cet écho au vers et à une certaine tradition poétique, c'est tout de même celui de la séparation. Il concerne à la fois la conception de l'image, qui se développe alors, le rapport au code, la généalogie littéraire proche, comme je viens de le dire, comme on a pu le voir notamment avec cette position ambiguë d'Apollinaire par rapport à Mallarmé. L'on sait encore la distance que vont prendre les poètes français à l'égard du futurisme, une distance qui est donc non seulement une question de légitimité, mais qui va devenir aussi une question de suprématie. Guillaume Apollinaire écrit à Ardengo Soffici le 23 juillet 1913, je cite, « Non seulement j'ai compris le mouvement futuriste, mais je prétends être un des pionniers de l'art varié. » Et il ajoute un peu plus loin que les Français, que l'on connaît pour leur extrême humilité, que les Français ont inventé presque tous le modernisme intellectuel. Ça fait plus français que français. Cette lutte pour la paternité d'un art moderne prend progressivement donc, au fil des années 1916-1917, une valeur de défense nationale qui va beaucoup moduler toute la réflexion sur la liberté d'écriture. Quand Max Jacob publie son article polémique « Les mots en liberté » dans le Nord Sud en novembre 1917, c'est en opposant le désordre romantique à l'ordre classique. C'est vraiment dans ces années-là que ce n'est plus seulement le vers que l'on maintient, mais que l'on va trouver vraiment cette référence classique. Je cite, vous avez encore la citation, donc Max Jacob, « Les partisans du désordre romantique ne nous arrêtent pas avec les noms de la loi. » Le romantisme, c'est aussi l'Allemagne, l'influence du romantisme allemand. Les qualités qu'il a leur valeur sont les classiques. Le style est une tradition française que Victor Hugo représente avec force. Et un peu plus bas, une œuvre se crée quand chacune des parties le fait de l'ensemble que les mots y paraissent ou non en liberté. Émulation de ce concept. Apollinaire formule cette opposition entre ordre et désordre dans sa conférence au Vieux-Colombier, de la même manière en novembre 1917. Je cite encore, « Mais généralement, vous ne trouverez pas en France de ces paroles en liberté jusqu'où ont été poussées les surenchères futuristes, italiennes et russes, filles excessives de l'esprit nouveau, car la France répugne au désordre. » Et il ajoute, « C'est pourquoi l'esprit nouveau se réclame avant tout de l'ordre et du devoir. » On sent toutes les résonances politiques et le contexte géopolitique, donc de l'ordre et du devoir, qui sont les grandes qualités classiques par quoi se manifeste le plus hautement l'esprit français, et il leur adjoint la liberté. Ainsi, entre 1912, 1913 et 1916, 1917, le mot liberté, certes, se maintient, mais c'est pour être associé à l'ordre, qualité classique. C'est donc une revendication nationale qui reprend une opposition sommaire entre raison et déraison, mesure et démesure, et elle semble en fin de compte donc expliquer cette forte référence classique que l'on retrouve aussi sous la plume de Pierre Reverdy. Le contexte historique de la Première Guerre mondiale n'est évidemment, comme on a pu le voir, pas sans conséquence sur ces affirmations qui visent en fin de compte à réitérer non seulement donc cette fois-ci la spécificité de la littérature ou de la poésie dans sa nouveauté, donc le changement de conception de la littérature, mais ici la spécificité d'une littérature nationale. C'est encore ce que note clairement le propos que vous avez d'Apollinaire, le propos qui suit la conférence au Vieux-Colombier. De même, l'esprit nouveau, qui a l'ambition de marquer l'esprit universel et qui n'entend pas limiter son activité à ceci ou cela, n'en est pas moins et prétend le respecter, une expression particulière et lyrique de la nation française, de même que l'esprit classique est par excellence une expression sublime de la même nation. Alors, si, comme l'a souligné Isabelle Kryskowski, la période de la guerre se manifeste par un certain désordre, elle a observé cela en comparatiste, notamment en référence aux expérimentations dadaïstes, les poètes français revendiquent une écriture nationale liée à l'ordre, et le mot liberté, donc, que reprend Apollinaire dans la suite
de sa conférence au Vieux-Colombier résonne de plus en plus comme un parti pris politique. Son argumentation le conduit alors à l'affirmation de la suprématie non seulement de la littérature française, mais de la langue nationale. Je cite encore, « D'après ce que l'on peut savoir, il n'y a guère de poètes aujourd'hui que de langue française. Toutes les autres langues semblent faire silence pour que l'univers puisse mieux écouter la voix des nouveaux poètes français. » Enfin, pour ce qui concerne les arts, donc à la fois la littérature, à la fois la langue, et puis, ma foi, pourquoi pas aussi les arts plus largement, suite à un contexte, là encore, polémique, notamment lié à la représentation des mamelles de Tirésias, Apollinaire aborde aussi la question de l'origine du cubisme. Dans sa lettre à Alfred Valette du 22 septembre 1917, il reprend les commentaires de Gustave Kahn, je cite, qui écrivait à propos du cubisme dans le Mercure de France quelques lignes qui peuvent jeter le doute sur l'origine de cette école de peinture qui serait espagnole, et la suite de la lettre, qui présente Picasso et Braque comme représentants de cette école, la qualifie de franco-espagnole. Dans un premier temps, il ne trouvait guère tout de suite qualifier cela d'école française, mais quand même, il la qualifie de franco-espagnole ou plus simplement latine, et il ajoute encore, de toute façon, elle est née sur le sol français, et les artistes qui la composent travaillent à Paris, ce qui fait que le qualificatisme de parisienne ne lui irait pas mal. Alors, ça semble des choses anecdotiques, tout cela, mais en même temps, je crois que ça peut en partie expliquer pourquoi la réflexion sur la question de l'espace scriptural, etc., a tendance, elle est présente, mais le terme d'espace peut gêner dans ce contexte où on se concentre sur cette question de la nation. Alors, un autre terme récurrent associé toujours à l'Art Nouveau, celui de la vie, dont il s'agit de rendre compte de la diversité, va lui aussi se trouver infléchi dans ce contexte de la guerre. L'importance accordée à la vie et à ce terme n'est pas nouveau. Barzin écrit en 1913 « Nous voulons tuer le poète qui raconte, décrit ses visions, parce que nous voulons nous restituer par la vue, l'ouïe et la sensation, les impressions mêmes de la vie et de l'univers. » La lettre d'Apollinaire à André Breton de février 1916, citée plus haut, associe la forme complue des poèmes à la vie infiniment variée. C'est le passage que l'on a cité. Ces propos attestent du passage d'un idéalisme à un autre qu'a souligné Laurent Génie, de Schopenhauer à Bergson, je cite Laurent Génie, du vocabulaire de l'idée à celui de la vie. Le mot est particulièrement récurrent dans le contexte de la Première Guerre mondiale et il trouve donc là encore une résonance politique. Si l'on observe la revue SIC, le numéro 3, publié en mars 1916, associe la négation de la vie à la perte de la France. On trouve ce texte anonyme, « Vous qui avez nié la vie, vous qui avez dit non, c'est vous qui avez failli perdre la France. » Dans le numéro 7 de juillet 1916, en réponse à un questionnaire proposé sur l'influence de la guerre que la guerre pourra exercer sur l'art, un dénommé Berthet écrit ceci, « Pour oublier la science au service de la mort, l'artiste mettra son art au service de la vie. Son œuvre sera un hymne aux formes, aux couleurs, aux sons, aux idées. Le programme de SIC, cher monsieur, je crois que les poilus auront le droit de gueuler et d'imposer leur vision. » Donc le 29 juillet 1918, dans sa lettre à André Billy, Guillaume Apollinaire parle de ces calligrammes en termes de livres de guerre qui, je cite, a de la vie. Il se présente alors moins comme un destructeur, ce qui était un petit peu sa première position, marquée par le futurisme. Il employait justement le terme de destruction, que comme constructeur ou bâtisseur, tel terme qu'il emploie. En conclusion de ces quelques remarques de ce deuxième point, ce que l'on peut observer, c'est que dans ce contexte où se cherche une définition de la poésie qui puisse articuler à la fois les idées de nouveauté et de liberté, tout en maintenant une sorte d'élan vital, d'ailleurs pas étranger au futurisme, le concept donc même de spatialisation des textes, d'espacement physique, semble parfois passer au second plan, et en tout cas si ce n'est pas le concept, ce sont les termes, cela peut expliquer cette absence du terme d'espace. Le mot espace, on va y revenir, n'est pas présent, il est employé de façon métaphorique, mais l'emploi de ce terme par rapport à l'espace de la page, l'espace du livre, l'espace scriptural.
Le mot espace est donc plutôt employé comme métaphore pour désigner le poème et pour désigner sa construction, ce que montre d'ailleurs peut-être ce à quoi participe la persistance d'une conception symboliste de la littérature et aussi cette découverte du coup de dé de Mallarmé qui est publié en 1914 à la NRF. C'est vraiment à ce moment-là que l'on découvre beaucoup plus le coup de dé de Mallarmé avec cette référence à la constellation. Alors, le mot espace désigne donc d'abord l'espace physique cosmique puis terrestre. Là aussi, je ne vais pas développer. Isabelle Kryskowski a souligné l'intérêt des poètes de ce début du XXe siècle pour le mouvement des planètes. Et je cite le fait que l'espace tient donc, dans un premier temps, à la conviction que le poète a pour mission de rendre visibles les lois de l'univers. Marinetti a publié un ouvrage intitulé La conquête des étoiles, dont l'influence est encore présente dans son manifeste. Donc ça, je ne le développe pas. Donc espace cosmique et espace terrestre, on peut penser bien sûr, mais entre autres à la prose du Transsibérien de Blaise Cendrars, dont la thématisation du poème se construit en lien avec le parcours terrestre. Cette importance accordée à l'espace cosmique que l'on va retrouver sous la plume des poètes spatialistes dans les années 50, ou à celle du déplacement terrestre marqué à la fois par l'éloignement de la distance à parcourir et par le rapprochement dû aux découvertes techniques, influence malgré tout les nouvelles conceptions et les pratiques elles-mêmes de la poésie. L'espace délimité par la perception change d'échelle, perturbant les codes métriques et temporels linéaires. Le concept de représentation, il cède la place à celui de présentation, on va y revenir, que Pierre Reverdy illustre par l'image de la naissance d'un enfant. La contrainte extérieure du langage et des codes devient une contrainte intérieure, et donc là, cela va être le point suivant, propre à l'œuvre, génératrice de formes et d'espaces nouveaux. Donc le troisième point va s'attarder sur cette expression de contrainte intérieure qui est particulièrement récurrente sous la plume des poètes, donc de cette première moitié du XXe siècle et surtout dans ces années 1910-1920. Le premier numéro de la revue de Pierre Reverdy, Nord-Sud, de mars 1917, s'ouvre sur un texte de Paul Dermé qui s'intitule « Quand le symbolisme fut mort ». Donc vous avez là encore un des passages. Il met en perspective, donc opposée, la contrainte extérieure régulière, celle du beau vers, je cite, ou de la forme fixe, et la contrainte intérieure régissant toute création. Un jour, marqué d'une pierre blanche, le beau vers fut tué. L'unité lyrique fut désormais le poème, mais la liberté complète qui laisse le lyrisme se développer comme une fumée, mais la contrainte extérieure d'une forme fixe ne réussisse pas à la création d'une œuvre d'art, la contrainte doit être intérieure. Là aussi, on peut lire cela en résonance avec le contexte géopolitique. L'intériorité a ainsi changé de lieu, elle est celle de l'œuvre qui a sa propre structure, qui construit ses propres lignes de force. En juillet 1916, dans la revue de Pierre-Albert Biraud, SIC, c'est le numéro 7, un texte de la section Réflexion affirmait déjà « Les lois naissent des œuvres et non les œuvres des lois ». En mars 1917, Apollinaire écrit à Paul Dermé en faisant écho à cet article sur quand le symbolisme fut mort, et il écrit ceci, vous l'avez aussi en citation: « Mon cher Dermé, très bien votre manifeste du Nord-Sud. Nous en avons beaucoup parlé avec Max Jacob, chez Level l'autre soir, et notre très chrétien ami a dû vous dire, a dû vous dire combien nous étions tous d'accord pour l'approuver. Vous avez eu raison d'insister sur la nécessité d'une prochaine période d'organisation du lyrisme et aussi d'une contrainte intérieure qui est indispensable à toute poésie, c'est-à-dire à toute création. Il est juste aussi de ramener l'étrange magie des mots à son rôle de moyen poétique. » Paul Claudel reprendra à son tour cette question de la contrainte intérieure dans sa préface à son phrase pour Éventail, dans un parti pris mallarméen de céder l'initiative au mot, je cite: « Pourquoi la contrainte extérieure et mécanique du papier et de la prosodie? Laissons à chaque mot qu'il soit fait d'un seul ou de plusieurs vocables, à chaque proposition verbale, l'espace
le temps nécessaire à sa pleine sonorité, à sa dilatation dans le plan. Contrainte intérieure, l'œuvre poétique est alors conçue comme création, autre terme qui peut sembler anodin, mais qui est particulièrement récurrent, création que Pierre Reverdy fait synonyme d'art. Et ce qu'il associe à création, c'est le concept de présentation qu'il oppose à celui de représentation. Je cite, une œuvre d'art ne peut se contenter d'être une représentation, elle doit être une présentation. Il distingue alors ce qu'il nomme les procédés des moyens. On a vu d'ailleurs que le terme de moyen est aussi récurrent. Donc il distingue les procédés et les moyens de la création poétique, je cite, « Les moyens sont le contraire des procédés. Se borner à obtenir une perfection formelle déjà créée, c'est se donner pour but le jeu de moyens déjà établi et connu. » La contrainte extérieure, les procédés d'un côté, les formes fixes, la contrainte intérieure, et à partir de là, on passe du mot procédé à celui de moyen. Ce terme de moyen est particulièrement récurrent, notamment dans les écrits de Reverdy, je cite encore, « Pour créer ce qui n'est pas imaginé, on ne part pas d'un fait, mais de l'idée qu'on a de la possession de ses moyens. » C'est dans l'essai d'esthétique littéraire, en juin-juillet 1917, Nord-Sud. Il précise dans son article sur l'émotion, « Ainsi, toute œuvre créée doit, une fois faite, avoir quelques surprises pour son auteur lui-même et lui découvrir des moyens nouveaux. » On voit là déjà l'émergence de ce qui va être repris par la suite, un principe générativiste. On crée de nouveaux moyens, et les nouveaux moyens eux-mêmes en entraînent d'autres. L'association entre les moyens et le genre, là je n'ai pas noté de citation, il évoque le conte, il précise que chaque moyen est approprié finalement à certains genres, vient compléter sa réflexion sur la distinction entre les moyens propres à chaque art, ce qui participe encore d'une tentative de légitimer les expérimentations poétiques par rapport au contexte artistique plus large, qui est marqué notamment, alors pourquoi légitimation? Parce qu'il y a cette force de proposition des peintres, qui a bien sûr côtoyé Pierre Reverdy, mais aussi Apollinaire, etc. C'est aussi marqué par un contexte où de nombreuses critiques sont adressées aux recherches typographiques en matière de poésie, et notamment les critiques consistent à dire que l'on confond un petit peu tout, les arts plastiques et la littérature. Et puis aussi dans ce contexte où il y aurait, là c'est plus ce que retranscrivent notamment Apollinaire et Reverdy, de nombreux imitateurs en matière de recherche typographique par rapport auxquels ils chercheraient eux-mêmes à se distinguer. Donc, il y a cette volonté de différencier les moyens propres à chaque art, et voici ce qu'écrit Pierre Reverdy dans sa note sur le cubisme. Aussi bien s'il est difficile de trouver les moyens nouveaux dans un art, il n'est méritoire que de les trouver propres à cet art et non dans un autre. C'est-à-dire que les moyens littéraires appliqués à la peinture et vice-versa ne peuvent que nous donner une apparence de nouveauté facile et dangereuse. Faciles sont les imitateurs qui sont ici visés. Prenons donc ces distances avec certaines interprétations hâtives de la formule d'Horace ou Pictura Poesis. Il reformule ici ce que La Fontaine, on retrouve La Fontaine, ce que La Fontaine rappelait déjà, je cite, « Les mots et les couleurs ne sont pas choses pareilles ». C'est donc peut-être encore ce souci de bien rappeler la distinction entre les arts plastiques, la peinture, le tableau d'un côté et le poème, qui explique l'absence ou ce contournement du mot espace pour désigner, là encore, l'espace scriptural, le poème, la page, le livre, de façon donc à bien démarquer les deux types de création. Alors, par-delà, là, c'est vraiment ce qu'il... Là, ce sont ses propos théoriques, là, je ne parle pas de sa pratique. Toutefois, par-delà ce parti pris, les termes qu'il utilise lorsqu'il parle du cubisme, en précisant bien que le cubisme relève des arts plastiques et non pas de la littérature, les mots qu'il utilise, ce sont les mêmes que ceux qu'il utilise pour parler de la poésie. Alors, ces termes qui reviennent chez Pierre Reverdy notamment, mais aussi chez Apollinaire, que l'on va retrouver chez Vernier, c'est moyen, on l'a dit,
construction qui participe d'une nouvelle structure. Les concepts généraux restent communs. Je cite, « On assiste à notre époque à une transformation fondamentale de l'art. Au lieu d'un changement de sentiment, il s'agit d'une nouvelle structure d'où résulte une fin toute neuve. » Son propos s'inscrit donc dans une conception épistémologique constructiviste qui pose comme postulat que l'esprit humain produit notre image du monde et la façon dont nous structurons cette image. C'est aussi ce que note ce refus du terme représentation remplacé par présentation. En outre, sa conception téléologique de l'art suppose l'appropriation des moyens à une finalité, c'est ce que montre cette citation, à une finalité nouvelle. Il précise encore dans cette défense, l'effort de Mallarmé fut énormément dans la syntaxe, de ses imitateurs imitant sa syntaxe, cette masseur. Son intention est plus importante que son œuvre, et intention est en italique. Aujourd'hui, l'effort porte sur la structure, d'où les suiveurs s'emparent des moyens de structure, sans prendre garde qu'ils entraînent la transformation de tout le reste avec eux, vocabulaire, syntaxe, choix et limitation des éléments. Les conversations entre Apollinaire et Reverdy qu'évoque Maurice Saillet portaient justement sur la question du choix et de la limitation des éléments, notamment la conversation sur le Pont Neuf où il était question d'Apollinaire qui n'est pas des plus agréables à voir, le coup de dé. Donc parmi ces moyens qui seraient, parce qu'on peut s'interroger si le terme est commun aux arts, quels seraient les moyens propres à la littérature que défend Pierre Reverdy. La disparition de la ponctuation est expliquée par le choix d'une disposition typographique nouvelle. Je cite encore, « Je me créais une disposition dont la raison d'être purement littéraire était la nouveauté des rythmes, une indication plus claire pour la lecture, enfin une ponctuation, l'ancienne ayant peu à peu, une ponctuation nouvelle, il manque un élément, l'ancienne ayant peu à peu disparu par inutilité de mes poèmes. » C'est donc plus largement aussi une nouvelle syntaxe, donc disposition typographique nouvelle, ponctuation nouvelle, syntaxe nouvelle, qui s'articule donc avec cette disposition et donc qui correspond à l'art nouveau. Je cite, « Pour un art nouveau, une syntaxe nouvelle était à prévoir. La syntaxe est un moyen de création littéraire. » Donc là, la syntaxe, elle est encore conçue en lien avec la linguistique, c'est la syntaxe de la langue, qui va basculer avec le spatialisme. La syntaxe est un moyen de création littéraire, c'est une disposition de mots et une disposition typographique adéquate est légitime. Le vocabulaire employé ici reprend l'une des catégories de l'art oratoire. Dans la rhétorique à Hérénius, la disposition est l'une des techniques parmi lesquelles on va trouver aussi l'invention, l'élocution, la mémoire et l'action. Ailleurs, Pierre Reverdy insiste sur la nécessité d'user de mots nouveaux, ce qui participe du style ou élocution, mais toutefois systématiquement associés et soumis même à la disposition. C'est-à-dire que pour lui, c'est véritablement la disposition qui est centrale. Celle-ci se trouve justifiée dans son propos par sa fonctionnalité en tant qu'indicateur de lecture. On trouve donc en creux dans ces propos une réflexion sur la catégorie de la mémoire, et je ne développe pas, il y a aussi une réflexion sur la mémoire à ce moment-là, sur la catégorie de la mémoire pour laquelle Anne-Marie Christin a montré l'importance de l'agencement spatial des figures, telle qu'elle est présentée dans le livre 3 de la rhétorique à Hérénius. Je crois vous avoir mis ce passage, oui, qui me semble intéressant parce qu'il est particulièrement moderne dans la liste. Nous devons, si nous voulons retenir beaucoup de choses, prévoir de nombreux emplacements pour pouvoir y placer de nombreuses images. Nous pensons aussi qu'il faut donner à ces emplacements un ordre pour que la confusion ne nous empêche pas de suivre les images, en commençant à l'endroit qui nous plaira, au début ou à la fin, et de voir puis de dire ce qui a été mis dans les emplacements. L'emplacement et la mise en ordre participent ainsi d'une mémoire qui se construit à partir de parcours spatiaux multiples, en commençant à l'endroit qui nous plaira, au début ou à la fin,
Et parcours spatiaux multiples, à quoi fait encore écho cette formule? Il s'agit de dire en commençant dans n'importe quel sens. Ça revient dans la rhétorique à Irénaeus. Alors, dire, ou plutôt voir pour ce qui est de Pierre Reverdy, pour qui la dictio ne participe pas véritablement de la création poétique qui se prolonge, surtout dans la réception silencieuse. Et ça, c'est un parti pris qui est plus propre à Pierre Reverdy. Si Reverdy n'aborde pas la question des parcours de lecture multiples qu'il met en pratique dans sa poésie, la réitération du mot « disposition » invite donc à lire en creux une conception spatiale dont témoigne encore sa théorie de l'image, notamment telle qu'il l'expose dans Nord-Sud en mars 1918, mais sa théorie ne va guère évoluer par la suite. Quelques concepts et mots-clés sont récurrents dans la description qu'il donne de son fonctionnement. Il y a celui d'association, qui suppose le rapprochement, donc association, rapprochement, l'existence donc de rapports entre ce qui est rapproché, et puis à partir de là, le concept de distance, formulé au moyen des adjectifs distants et éloignés qui reviennent régulièrement. Bon, je cite, mais vous connaissez peut-être bien déjà ce passage qui définit l'image. L'image est une création pure de l'esprit, elle ne peut naître d'une comparaison, mais du rapprochement de deux réalités plus ou moins éloignées. Plus les rapports des deux réalités rapprochées seront lointains et justes, plus l'image sera forte, plus elle aura de puissance émotive et de réalité poétique. Deux réalités qui n'ont aucun rapport ne peuvent se rapprocher utilement, il n'y a pas création d'image. Deux réalités contraires ne se rapprochent pas, elles s'opposent. Les pratiques qui consistent à spatialiser semblent donc s'accompagner d'une réflexion sur la distance. On a dit, Mallarmé employait le terme d'espacement, qui permet donc aussi bien de redéfinir l'image. Le refus de la comparaison, on le voit ici, elle ne peut naître d'une comparaison qui se trouve donc inscrite à la suite de l'imitation, s'explique par le changement de paradigme esthétique que l'on a déjà pu observer. Le terme comparaison supposant le maintien d'un lien entre comparé et comparant, et donc une vectorisation unique à partir de là. Donc se couper de la représentation, c'est se couper de la comparaison pour aller plutôt soit du côté de la métaphore, soit de ce qu'il appelle de manière beaucoup plus souple et beaucoup plus large l'image. Donc pour lui, l'image telle qu'il la conçoit, elle correspond au rapprochement d'éléments non hiérarchisés. C'est leur simple mise en rapport, supposant une distance toutefois concertée, ce que notent les adjectifs rapports lointains et justes. Alors là encore, cette justesse n'est pas sans faire écho à la rhétorique. Dans la rhétorique à Irénaeus, on trouve ceci: l'esprit, comme la vue, saisit moins bien les objets à discerner quand on les éloigne ou quand on les rapproche trop. Alors on ne pourrait pas dire que la rhétorique est très reverdienne, c'est Reverdy qui semble particulièrement marqué par ces conceptions. Le propos de Reverdy souligne d'ailleurs dans le vocabulaire choisi que l'espace y est à la fois aussi conçu comme une donnée physique, évidemment, ça c'est très important, celui de la page où sont disposés les mots mis dans un réseau de tension, mais aussi comme une donnée mentale, ce terme d'esprit revient sans cesse, ce que note notamment donc l'expression création pure de l'esprit. Ce lien entre espace physique et espace mental de conception est encore présent dans le choix des métaphores que l'on trouve sous la plume de Reverdy, mais aussi chez Apollinaire. Mais là, je dirais que ce n'est pas le seul contexte de l'esprit nouveau qui est marqué par cela, c'est la métaphore de l'architecture, mais aussi celle du projectile, alors qu'il me semble, à ma connaissance, beaucoup plus neuve, servant donc à désigner la création poétique. Pierre Reverdy, en 1950, dans cette émotion appelée poésie, écrit ceci: « Ce n'est pas la matière dont la flèche est faite qui la fait voler, qu'importe le bois ou l'acier, mais sa forme, la façon dont elle est taillée et équilibrée, qui font qu'elle va au but et pénètre, et bien entendu aussi la force et l'adresse de l'archer. » Donc la réflexion sur la matière, sur la matérialité se double d'une réflexion. La matière est aussi forme, la matière est en même temps forme, d'où à partir de là cette référence à la flèche. On retrouve cela sous la plume de Bernard Noël, là je commence déjà à avancer.
où il est question donc de trajectoire reformulée en termes de portée, je cite Bernard Noël, car la portée d'un projectile est le trajet virtuel qui sera la forme de son accomplissement. Et telle est la forme poétique. À partir de là, l'espace n'est alors plus seulement un lieu, un milieu, pour reprendre le vocabulaire des géographes, où se situe un événement, mais un lieu où il advient, et évidemment cela fonde l'idée de processus qui tend à prendre de l'importance de processus et donc d'engendrement. Ce que l'on peut donc observer à partir de là, c'est le fait qu'on retrouve donc cette image du projectile, c'est la flèche chez Reverdy, c'est la balle chez Bernard Noël, avec là aussi une évolution qui fait que le terme de structure va apporter une certaine gêne, notamment formulée par Bernard Noël, qui précise que le mot structure, alors qu'il l'utilise, c'est-à-dire qu'on le maintient après les années 50, mais il précise le mot structure suppose comme forme des choses rigides et définitives, opposées à une pensée donc, du mouvement qui privilégie au contraire les tensions provisoires, mais non définitives. C'est donc le concept de plasticité qui accompagne la réflexion sur le poème et sa dimension visuelle, et qui va accompagner le passage de la notion de disposition à celle de dispositif. Alors, plasticité, c'est déjà présent au début du XXe siècle, mais c'est les valeurs qu'on lui donne qui vont progresser. Le quatrième point, la plasticité des textes, de la disposition au dispositif, que je vais donc aborder maintenant. L'adjectif plastique sert à caractériser les productions littéraires, dès le début du XXe siècle. René Gilles évoque la valeur plastique et graphique de l'œuvre dans une conception du rythme universel dépassant le vers libre, donc le mot plastique est utilisé. Henri Martin Barzin parle de corps plastique lié à l'idée de construction déjouant les linéarités verbales qui font de simultanéisme, donc corps plastique et simultanéisme. De la même manière, Apollinaire souligne la valeur plastique des poèmes synthétiques dans sa conférence au Quai Colombier. Amédée aux enfants parle de ses intentions de plasticien liées au travail typographique, c'est dans l'élan en 1916. Aux enfants et Jeanneret parle de mots plastiques dans l'Esprit nouveau en 1921, etc., etc. Le mot plastique est particulièrement présent. Alors, il est d'abord surtout associé à la simultanéité et à l'idée de composition. Sous la plume de Barzin, la plasticité s'oppose à la successivité et rapproche le texte poétique donc de l'œuvre d'art. Je cite, il s'agit de jeter les fondations d'un art entièrement nouveau, non plus successif comme le lyrisme actuel, mais plastique, c'est-à-dire formé d'un plasma, d'un corps vivant, ayant des dimensions autres que la seule longueur, c'est-à-dire des volumes, des masses, de la profondeur. Le concept de plasticité articule donc l'aspect visuel et simultané à l'idée de mouvement, que note le titre « Poème élastique » de Blaise Cendrars, par exemple. Elle est donc à partir de là apte à suggérer les formes en cours de réalisation et à voir se développer l'idée de malléabilité et de déformation des formes. Et ça, c'est quelque chose qui tend à prendre de l'importance dans le vocabulaire à partir des années 50, peut-être lié aussi à un contexte, alors surtout à partir des années 80, où en physique, mais aussi en chimie, se développe l'étude de la déformation des matériaux. Donc, je fais cette parenthèse. Le terme de disposition, qui n'est pas sans rappeler, comme on l'a vu, la dispositio rhétorique, montre le souci de l'emplacement des éléments dans la construction poétique. Emplacement, construction, autre terme important. Si le terme de disposition suppose déjà l'idée d'un agencement inscrit dans un processus ayant une finalité, on l'a vu, déjà là, quand on emploie ce terme de disposition, celui de dispositif qui tend à le remplacer dans la deuxième moitié du XXe siècle dans les écrits théoriques, prolonge cette conception qui se dégage à la fois, ou qui dit se dégager en tout cas, à la fois plus nettement des normes et de l'ordre rhétorique, même si c'est pour fonder une nouvelle norme particulièrement vindicative. Comme le souligne Olivier Quintin,
dans son travail sur le collage, il y a dispositif, je dis que lorsqu'il se manifeste un sentiment premier de rupture formelle ou de déliaison dans l'organisation de l'œuvre, et que cette déliaison persiste même dans l'organisation la plus complexe, la plus intégrée, au sens systémique du terme. Donc déliaison, autre terme, néologisme, là aussi, donc, qui est associé à la notion de dispositif, et encore associé à l'hétérogénéité, c'est notamment ce que note Philippe Hortel dans son étude du dispositif esthétique. Le concept de dispositif poétique prolonge les conceptions des années 1910 et 1920 en les systématisant. La nouvelle syntaxe littéraire prônée par Pierre Reverdy, dont on a dit qu'elle était encore inscrite dans le fait littéraire comme moyen propre à la littérature, devient syntaxe spatiale sous la plume de Pierre et Ilse Garnier. Non hiérarchisante, elle permet de mettre en quelque sorte, je cite, sous tension les mots sur la page. On retrouve aussi ce même principe de refus de la hiérarchisation dans le refus des adjectifs que j'ai cités, des adverbes que j'ai cités en introduction. À partir de là, le mot devient un élément parmi d'autres et c'est le terme d'objet verbal qui devient récurrent, que l'on retrouve donc aussi bien sous la plume de Garnier que de Bernard Noël. Complètement différents dans leur production. Dans l'espace du poème, Bernard Noël précise « En écrivant, on a affaire à un espace dans lequel on dispose des œuvres. Et voilà, c'est tout à coup un poème à cause d'une certaine condensation d'énergie. » La métaphore de la physique rend compte d'une activité conçue comme l'élaboration d'un nouvel espace-temps. Je cite encore Bernard Noël, « Au fond, chacun de nous ne fait que modifier la position spatiale des mots qui l'entourent, et cette modification modifie à la fois le sens et la temporalité syntaxique. La tension syntaxique, c'est du temps que l'on déflèche, on est passé de la flèche à la flèche qui change de direction, que l'on déflèche et dont on modifie les vecteurs. » L'écriture poétique réside donc, pour conclure sur ce point, dans la distribution d'éléments, autre terme là aussi présent à partir des années 50, parallèlement au distributionnalisme par exemple en linguistique, à la distribution d'éléments sur une surface physique, distribution qui permet l'émergence de phénomènes nouveaux, et donc la construction structuraliste qui se maintient, le terme de structure est fortement présent au début du siècle et bien sûr va se maintenir, mais elle va se doubler d'une conception générativiste qui donc va prendre de l'importance et que l'on retrouve dans ses réflexions sur un générativisme multivectoriel en quelque sorte, avec cette réflexion sur les vecteurs. Enfin, pour terminer, mais là je vais peut-être passer très vite, je voulais terminer, c'est un peu en lien avec ces conceptions, je voulais parler de l'évolution des modèles, alors non pas de tous les modèles, certains ici sont spécialistes de modèles, notamment la carte postale par exemple, donc je ne risquerai pas sur ce terrain-là. Bon, je serai sur des modèles très larges, on a dit la référence architecturale fortement présente au début du XXe siècle, qui bien sûr se maintient, qui se trouve reprise, mais elle est neuve dans la façon dont on l'utilise, mais elle n'est pas neuve en tant que modèle, on va dire, pour l'écriture. Référence qui me semble en revanche, mais là aussi c'est lié à un contexte d'histoire des sciences, référence en revanche et modèle plus neuf, c'est la référence archéologique. Et alors l'archéologie évidemment qui est une référence ancienne, mais c'est le modèle de la fouille archéologique tel qu'il a pu se développer au fil du XXe siècle. D'ailleurs là aussi c'est la nouveauté dans la façon de mener une fouille archéologique qui a pu conduire à certaines considérations. Bernard Noël par exemple a fait référence aux travaux de Leroy-Gourand et à partir de là propose une réflexion sur l'écriture dans sa dimension horizontale, en tant que, je cite, trace sur la surface parfaitement neutre de la page. Donc là, le terme de surface apparaît évidemment régulièrement. Et donc l'écriture dans sa dimension horizontale, mais aussi dans sa réalisation verticale,
Donc il parle de la position de l'archéologue liée au geste de l'écrivain, si on ramène cela à la littérature, ou du lecteur. Chez Gérard Titus Carmel, de la même manière, on va retrouver cet écho archéologique, par exemple dans Travaux de fouilles et d'oubli, où on retrouve à la fois cette idée d'espace horizontal, de surface, et un espace qui devient non seulement bidimensionnel, mais aussi tridimensionnel, avec l'évocation de la stèle qui peut être couchée, mais aussi verticale. Mais là encore, réflexion plus métaphorique dans ce recueil métapoétique. Emmanuel Hoccart, de la même manière, dans Album d'images à la Villa Harris, c'est dans le passage concernant les espions-traces dormaient près des vaisseaux, il évoque les fouilles de l'archéologue Montalban au pied des grottes d'Hercule, c'est un souvenir qui retranscrit, je cite, qui apportent leur lot de fragments colorés d'anciennes fresques, lesquels, une fois lavés et disposés sur de longues tables, s'avéraient inaptes aux patientes tentatives de reconstitution, même partielle, du moindre pan mural. Le motif est repris dans son livre Théorie des tables, donc là, qui est un recueil d'expérimentation, dont il explique en appendice, donc il y a un texte théorique en appendice, c'est un malaise grammatical, dont il explique la conception à partir de l'écriture du chapitre dont je viens de citer une partie, qui concerne la fouille archéologique de Montalban. Il écrit « Cette description très littérale d'un souvenir parmi d'autres était la description fidèle d'un dispositif qui allait s'imposer à moi au fil des années comme méthode de travail, d'écriture et de traduction. » Donc là, dispositif, ce n'est pas seulement le textuel, c'est l'ensemble, la méthode de travail et d'écriture. L'emplacement des objets de mémoire, je cite encore, sur la surface de la table permet alors je cite, la mise à jour d'éventuelles connexions logiques, des connexions logiques nouvelles entre les éléments qui peuvent être aussi bien des éléments linguistiques ou des éléments grammaticaux. Grâce au dispositif, donc ici conçu comme méthode cheminement, la disposition horizontale fait de l'espace d'inscription du poème un lieu d'observation et de réflexion. L'expérimentation scripturale est plus encore une exploration à partir d'éléments qui sont sortis de leur contexte sémiologique d'origine, habituel, que ce soit les fragments du passé ou les éléments du code linguistique, du code rhétorique, etc. Donc ces éléments se trouvent placés sur un espace vierge, celui de la table ou de la page. C'est alors donc l'image de l'explorateur que l'on trouve notamment dans les propos d'Emmanuel Hoccart, liée à la référence à la carte géographique qui va avoir pour particularité d'être associée à l'espace blanc. Je cite, « Les gens de ma génération ont probablement été les derniers à connaître les taches blanches sur les cartes du monde, où pays et empires coloniaux étaient colorés en rouge, orange, bleu, vert. Restaient quelques taches blanches qui signalaient les rares zones encore inexplorées. Aujourd'hui, le coloriage des cartes est achevé et les explorateurs sont remplacés par les touristes. » Alors peut-être que ces empires coloniaux, c'est tout le début du XXe siècle est marqué justement aussi par ces extensions territoriales, et donc c'est le jaune, l'orange, le bleu, le vert des cartes géographiques. Et Emmanuel Hoccart, quant à lui, s'intéresse beaucoup plus à ces taches blanches, et il n'est pas le seul. L'imaginaire de la carte blanche est aussi inscrit dans ses élégies. Un des textes de ces élégies comporte une légende dont les éléments sont précédés d'un rectangle. Donc il y a un texte, une liste d'éléments, maïs, forêt, comme une légende de carte, avec des rectangles vides qui sont donc blancs et qui ne renvoient à aucune carte, puisqu'il n'y a pas de carte proposée en accompagnement. Donc là, élément d'une carte absente. Dans Tache blanche, le texte qui est cité ici, il se prolonge, cette référence à la carte se prolonge par la référence à la carte de l'océan du poème parodique La chasse au snark de Lewis Carroll, et donc aussi par l'écho à Espèce d'espace de Pérec, où là, la carte, c'est simplement un rectangle. La carte n'existe que parce qu'elle est délimitée par un contour. Donc là, on est sur le contour.
Espace donc à explorer en tout sens ou sans aucun sens, c'est d'autant plus facile que la carte est blanche. Son caractère invisible est donné à voir donc, par le cadre qui le délimite et en fait une surface inaugurale, autre terme récurrent. La négativité poétique que représente en partie Emmanuel Ocar, liée au manque, se transforme, on pourrait se dire, il y a de l'absence dans la carte vide, se transforme en une conception apophatique fondée sur cette mystérieuse non-chose qui est la positivité par excellence, l'ineffable positivité. Je cite Jean Kélénich. Bernard Noël précise « Avant d'écrire un poème, un livre, j'ai toujours essayé de faire exister une forme vide. Une forme qui n'a pas de forme, qui a des bords, mais qui n'a pas de limite. » Alors, autre variation, me semble-t-il, c'est que l'on passe de ce vocabulaire du visible et de l'invisible, associé à l'inouï, qui se maintient encore. Emmanuel Ocar utilise ces termes, à cette idée de vide, et à partir de là, de forme vide, et de vide et de plein. Cette forme donc, qui appelle sa réalisation conduit à envisager les rapports entre le vide et le plein, apte donc à déborder les limites. Il y a non seulement la limite, mais aussi le débordement des limites de tout espace réel, la page ou le livre. Voilà, je pense, mais je vais du côté des pratiques, à ce théorème d'Espitalier dont les phrases viennent buter sur le bord de la page et sans se prolonger en dehors. Donc un texte qui va au-delà de l'espace circonscrit de son support, donc déborder les limites de l'espace réel ou conceptuel, la forme géographique ou la forme géographique. Bernard Noël s'interroge ainsi: comment rendre plus présente la forme vide, dont le vide appelle un plein, qui la manifestera tout en la faisant disparaître. Dans le théorème d'Espitalier que je citais, la première page noire laisse entrevoir, donc en blanc, les mots silence ou silence, parce qu'il y a since au milieu, silence ou silence, et à partir de là, c'est suivi. À la page suivante, c'est l'avant-dernier texte que vous avez de ce texte, quelque chose plutôt que rien, tout plutôt que quelque chose, tout le rien dans chaque rien, rien du tout plutôt que rien, etc., etc. Et ça se termine par rien plutôt que rien du tout. Et ce n'est pas sans rappeler le texte de Gerasim Lucas qui ressasse dans Héros limite l'expérience du vide. Le vide vidé de son plein, c'est le plein. Le vide rempli de son vide, c'est le vide. Le vide rempli de son plein, c'est le vide. Le plein vidé de son plein, c'est le plein. Et donc cette saturation des mêmes mots est aussi présente dans les expérimentations plus visuelles de Gerasim Lucas dans La voix silencieuse. Il y a les lettres des mots vision de vide qui se trouvent travaillés dans un cercle qui inclut à la fois le vide et un système de rotation à l'infini du vide qui peut être aussi lui-même un remplissage. Pour terminer, je vais peut-être passer à ma conclusion. Je vais revenir sur le questionnement qui a constitué le point de départ de cette enquête, qui était lié au constat que les mots spatialisation, spatialisme n'apparaissent finalement dans les textes théoriques que tardivement par rapport à la pratique, alors même que l'on aime beaucoup les ismes au début du XXe siècle. On a pu observer que les préoccupations esthétiques des poètes de la première moitié du XXe siècle relèvent bien de la prise en compte de l'espace scriptural et d'une réflexion aussi bien sur la matière, le matériau linguistique, que sur la disposition, sur un espace. Donc la réflexion, elle est bien présente, mais c'est simplement une question de mots utilisés. Alors peut-être cela peut s'expliquer par cette tentative systématique dans les textes théoriques de légitimation, comme on l'a vu, à la fois de la littérature, mais aussi de légitimation d'un art, d'une littérature, d'une langue nationale dans ce contexte, donc à la fois géopolitique, de la guerre, et puis aussi dans ce contexte où à la fois les poètes français côtoient et travaillent avec les peintres, mais tout en souhaitant maintenir leur
leurs propres différences. Au contraire, après la Seconde Guerre mondiale, les pratiques de la poésie concrète et visuelle, qui prolongent pourtant celles des avant-gardes, ne suscitent que relativement peu de commentaires théoriques légitimants, alors même qu'ils vont eux-mêmes produire un système de valeurs, notamment fondé sur la littéralité. L'espace d'inscription donc, est bien désigné en tant qu'espace d'inscription, et cela s'accompagne d'une réflexion concernant tous ceux qui participent plus largement à la scène d'écriture, et pas seulement l'espace n'est pas seulement évidemment l'espace d'inscription, mais on l'a vu avec l'évolution de ce terme de dispositif. Deuxième remarque, deuxième point, le premier moment qui voit le passage de l'idée de contrainte extérieure liée au code à celle de contrainte intérieure, donc interne au processus de création, se prolonge par une mise en question qui est aussi une mise en scène des matériaux de la création poétique, de la création plus largement. La surface d'inscription est alors d'autant plus conçue comme surface active, autre terme aussi que l'on retrouve notamment à partir des années 50, surface active, surface d'observation, de réflexion, d'exploration, apte donc à produire des relations nouvelles entre les éléments concrets. Et comme je le soulignais, à la simultanéité de l'espace-temps produisant un événement, répond alors la plasticité des formes qui se déforment, ce qui va devenir beaucoup plus systématique, et qui est déjà là, les poèmes élastiques de Blaise Cendrars, évidemment, qu'on est déjà sur ces conceptions, mais me semble-t-il, sans que la théorie développe particulièrement cela. C'est surtout la simultanéité qui se trouve inscrite dans les textes théoriques. La contrainte intérieure permet aussi l'élargissement de l'espace poétique, donc y compris dans son sens physique, concret, de support, de médium, mais aussi de lieu de réalisation, à ce qui est extra-littéraire, voire à ce qui est extra-artistique. C'est-à-dire qu'à la fois, pour le contexte français, à partir des années 50, il n'y a plus cette question de la littérature nationale, de la littérature opposée aux arts, etc. Garnier parle d'expérimentation supranationale, on assiste à cet élargissement. Et donc à partir de là, ça explique aussi le fait que le terme d'espace est peut-être moins gênant. Enfin, les différents modèles qui servent de métaphore pour l'écriture poétique sont aussi révélateurs de l'évolution de ces conceptions, par-delà les récurrences importantes toutefois. Celle de l'espace terrestre ou cosmique fait de l'expérimentation une exploration des formes dont on a dit des formes visibles ou invisibles, inouïes. Elles sont marquées par la diversité, qui devient hétérogénéité, ce qui fonde à partir de là une pensée de la distance, mais déjà du dispositif dès les années 1910-1920, alors même que c'est plutôt disposition que l'on utilise. L'espace archéologique participe encore de ce champ tout en inscrivant plus nettement une réflexion sur la surface, mais aussi sur la scène d'écriture. Les commentaires que l'on a vus, notamment de Bernard Noël, sur l'horizontalité de l'écriture et la verticalité de l'homme, reformulent alors le principe de Jacobson, selon lequel la projection de l'axe syntagmatique sur l'axe paradigmatique définirait l'écriture poétique, en prenant aussi en compte la situation d'énonciation. Après, on élargit le poétique, pas seulement à la sphère du linguistique, proprement dit, donc tout en prenant en compte la situation d'énonciation et peut-être plutôt ici la situation d'écriture par rapport à ces problématiques scripturales. Ils ajoutent alors la dimension de la profondeur et donc la prise en compte du geste. La scène d'écriture, c'est aussi le geste. Alors on retrouve cela encore dans le modèle de la carte géographique qui permet aussi bien sûr de filer cette réflexion sur l'invisible et qui là aussi fait progresser la réflexion et on passe, comme on l'a vu, de l'invisible à la question du vide et du plein. L'espace poétique ainsi conçu est donc tour à tour délimité ou illimité par les formes qui le composent, le mouvement de formation ou de déformation, les gestes d'évidement ou de remplissage. On va avoir tendance à prendre de l'importance du point de vue du vocabulaire métaphorique désignant la création.
Voilà, je vous remercie.